Le fils du milliardaire était né sourd. Les médecins avaient dit qu'il n'y avait aucun espoir. Mais une petite fille pauvre découvrit un secret bouleversant. Il n'était pas né sourd. Quelqu'un cachait la vérité depuis le début. Le soleil de l'après-midi jetait des traînées dorées à travers le jardin du Luxembourg. Mais Lila Martinez, 7 ans, n'admirait pas la vue. Elle observait le garçon sur la balançoire, celui que tout le monde disait incapable d'entendre le moindre son. Étienne Brard ne se balançait pas comme les autres enfants. Tandis que les cris et les rires fusaient autour de lui, passant du toboggan au bar de singe, lui se mouvait dans l'air de jeu comme s'il appartenait à un monde séparé, silencieux. Sa nourrice, Madame Chen, était assise sur un banc tout proche, les yeux rivés sur lui, le dos droit, la vigilance tendue d'une manière qui mettait Lila mal à l'aise. La plupart des gens regardaient Étienne avec pitié. « Le pauvre petit garçon riche », murmurait-il. Né sourd du père le plus fortuné de Paris, Marc-Antoine Brard, le magnate de l'immobilier dont le visage s'affiche sur les panneaux du périphérique. Quelle tragédie! Mais Lila ne le regardait pas avec pitié. Elle le regardait avec ce regard vif et calculateur d'un enfant qui a appris à remarquer ce que les autres ne voient même pas. Une aptitude née de la perte, de la nécessité d'être plus prudente depuis que son père était mort dans un accident de chantier 8 mois plus tôt. Ce jour-là, quelque chose attira son attention et fit battre son cœur plus vite. Cela se produisit quand un camion de glace tourna au coin de la rue, 3 pâtés plus loin. Personne dans le parc ne réagit encore. La musique était trop faible. Mais Lila, elle, le vit. Une fraction de seconde. La tête d'Étienne se tourna. À peine un léger mouvement, comme s'il avait entendu quelque chose. Puis, tout aussi vite, son visage redevint impassible, et il reprit son balancement silencieux. Madame Chen, absorbée par son téléphone, n'avait rien remarqué. Le souffle de Lila se bloqua. Son père lui avait appris à faire confiance à ses observations. « Le monde te confie ses secrets, Lila Bird, si tu sais regarder », disait-il de sa voix douce. Elle croyait que cette sagesse était morte avec lui dans les gravats de l'immeuble effondré. Mais ici, maintenant, en observant ce garçon prétendument sourd, les mots de son père résonnaient dans son esprit. Elle s'approcha, feignant de jouer sur le toboggan voisin, gardant Étienne dans son champ de vision. Ses baskets usées, récupérées de son cousin, grinçaient sur le métal en montant. Elle savait qu'elle détonnait dans ce parc chic du 16e arrondissement où elle ne venait que parce que sa mère faisait le ménage dans les villas alentours. Sa robe d'été décolorée, reprise à l'ourlet, contrastait violemment avec les vêtements de marque des autres enfants. Mais Lila avait appris qu'être invisible avait ses avantages. Personne ne prêtait attention à la gamine pauvre au bord du terrain de jeu. Personne ne remarquait quand elle remarquait. 20 minutes plus tard, cela se reproduisit. Un chien aboya soudain au loin, un son aigu, et Étienne sursauta. Ce fut infime, presque imperceptible, mais Lila le vit. Ses épaules se raidirent une seconde avant de se détendre dans l'expression neutre soigneusement maintenue. Cette fois, Madame Chen leva les yeux de son téléphone, scrutant Étienne avec une intensité qui fit frissonner Lila. Le visage de la nourrice trahissait quelque chose que la fillette ne sut définir. De l'inquiétude, de la peur ou de la culpabilité. « Étienne, mon chéri, il est l'heure de rentrer », appela Madame Chen, sa voix portant à travers le parc. Elle parlait tout en signant en langue des signes française, ses mains se mouvant avec habitude. Étienne se tourna aussitôt et marcha vers elle, ses gestes mécaniques, presque répétés. Lorsqu'ils passèrent près du toboggan, Lila examina son visage de près. Ses yeux d'un bleu saisissant rappelaient ceux de son père sur les affiches publicitaires, mais derrière
brillait quelque chose d'emprisonné, de douloureux, qui lui serra le cœur. C'était la même impression qu'elle avait ressentie quand les collègues de son père lui avaient menti au sujet de l'accident. Leurs regards fuyants, leur voix trop maîtrisée. On mentait à propos de quelque chose. Elle le sentait jusque dans ses os. Cette nuit-là, allongée dans la petite chambre qu'elle partageait avec sa mère dans leur appartement exigu de Montreuil, Lila ne parvint pas à dormir. Elle revoyait sans cesse la scène, la tête d'Étienne se tournant vers un son qu'il n'était pas censé entendre, son corps se crispant au cri du chien, l'expression étrange de Madame Chen. Les garçons de 7 ans ne savent pas dissimuler parfaitement les choses. Elle le savait parce que son cousin Tommy, lui aussi âgé de 7 ans, ne savait pas garder un secret pour sauver sa vie. Mais Étienne, lui, semblait cacher quelque chose qu'il ne savait même pas qu'il révélait. Le lendemain matin, Lila prit une décision. Elle retournerait tous les jours dans ce parc après l'école. Elle observerait, elle remarquerait, et elle découvrirait quel secret se cachait derrière les oreilles prétendument sourdes d'Étienne Brard. Car si une chose Lila Martinez avait apprise dans sa courte et difficile vie, c'était celle-ci. La vérité tente toujours de s'échapper, peu importe à quel point on essaye de la verrouiller. Il suffisait d'être assez patient et assez attentif pour la saisir quand elle se montrait. Et quelque chose lui disait que lorsque cette vérité éclaterait enfin, elle serait plus grande et plus terrible qu'elle ne pourrait l'imaginer. Pendant 3 semaines, Lila Martinez devint une ombre dans le jardin du Luxembourg. Chaque après-midi, pendant que sa mère nettoyait l'hôtel particulier des Henderson, à 2 rues de là, Lila se positionnait pour observer Étienne Brard, sans être remarquée. Elle commença à tenir un cahier à spirale, un petit carnet que son père lui avait donné avant de mourir, dont la couverture était adoucie par l'usage. Elle y consignait tout avec la précision d'un détective. Mardi, 15h47, elle écrivit soigneusement. Sirène d'ambulance, 4 rues plus loin. Les yeux d'Étienne se tournent vers le bruit. Madame Chen achète un café, elle ne voit rien. Jeudi, 16h15, un oiseau passe bas au-dessus du terrain, poussant un cri strident. Étienne s'accroupit légèrement. Effrayé un instant, puis visage impassible à nouveau. Le schéma était indéniable. Étienne entendait, mais faisait semblant de ne pas entendre. La question qui empêchait Layla de dormir la nuit était « Pourquoi ? Pourquoi un garçon de 7 ans ferait-il semblant d'être sourd ?» Et surtout, qui le lui faisait faire? Elle essaya de parler avec d'autres enfants du parc pour glaner des informations sur la famille Brard. C'est ainsi qu'elle apprit que la mère d'Étienne était morte en couche, que Marc-Antoine Brard, son père, travaillait 18 heures par jour à bâtir son empire immobilier et qu'Étienne avait été diagnostiqué sourd dès 6 mois. Quel dommage, confia une nourrice à une autre, à portée d'oreille de Layla. Tout cet argent, et ils ne peuvent pas réparer les oreilles du pauvre garçon. Monsieur Brard l'a emmené chez tous les spécialistes du pays. Rien n'y fait. Mais Lila savait quelque chose que tous ces spécialistes ignoraient. Étienne Brard pouvait parfaitement entendre. Vendredi après-midi, tout changea. Lila était assise sur un banc, feignant de lire un livre de bibliothèque, lorsqu'elle surprit Madame Chen au téléphone. La nourrice s'était éloignée du parc, pensant être hors d'oreille, mais Lila l'avait suivie à distance, cachée derrière un grand chêne. « Non, il va très bien, » dit Madame Chen d'une voix tendue. « Le garçon ne fait jamais d'erreur quand son père est là. » « Oui, je m'assure de cela. Écoute, je fais ça depuis 5 ans. Je sais ce que je fais. 5 ans. » L'esprit de Lila s'emballa. Étienne avait 7 ans. Cela signifiait que tout cela avait commencé lorsqu'il n'avait que 2 ans. La voix de Madame Chen baissa encore, forçant Lila à tendre l'oreille. « L'argent que tu me paies vaut le coup. Mais je te dis,
Ça ne peut pas durer éternellement. L'enfant grandit, devient plus intelligent. Un jour, quelqu'un le remarquera. Le cœur de Lila battait si fort qu'elle était sûre que Madame Chen l'entendrait. Mais la nourrice raccrocha et retourna au banc, son visage redevenu un masque de professionnalisme calme. Cette nuit-là, Lila s'allongea dans sa petite chambre, fixant le plafond. Sa mère dormait déjà dans le lit voisin, épuisée par une longue journée de ménage. Lila entendait sa respiration douce, un son qui habituellement la rassurait. Mais ce soir-là ne fit que la rendre plus seule. Quelqu'un payait Madame Chen pour garder le secret d'Étienne. Mais qui? Et pourquoi quelqu'un voudrait qu'un petit garçon fasse semblant d'être sourd? La réponse, lorsqu'elle lui vint dans l'obscurité, était si terrible que Layla se sentit malade. L'argent. Tout revenait toujours à l'argent. Son père était mort parce que l'entreprise de construction avait négligé la sécurité pour économiser de l'argent. Les gens font des choses horribles pour l'argent. Mais qu'est-ce que quelqu'un pourrait gagner à maintenir Étienne sourd? Elle pensa à Marc-Antoine Brard, le père milliardaire dont le visage apparaissait sur ses affiches publicitaires, à tout cet argent, à tout cet empire. Et soudain, une réalisation glaciale la traversa. Si Étienne pouvait entendre, s'il n'avait jamais été sourd, alors quelqu'un avait menti à Marc-Antoine Brard pendant 7 ans, quelqu'un qui avait un intérêt à garder son fils dépendant et incapable. Mais qui? Et jusqu'où allait cette tromperie? Lila savait qu'elle avait besoin de plus d'informations, mais elle ne pouvait pas se présenter devant Marc-Antoine Brard pour lui dire que son fils pouvait entendre. Les adultes n'écoutent jamais les enfants, surtout ceux qui portent des robes rapiécées. Elle avait besoin de preuves. Elle devait comprendre toute l'histoire. C'est alors qu'elle se souvint de Madame Patterson, la bibliothécaire âgée de la bibliothèque Mazarine à Paris. Madame Patterson avait connu le père de Layla et avait été gentille avec elle après sa mort, lui permettant de s'installer dans la salle de lecture tranquille pendant que sa mère travaillait tard. Le samedi matin, Layla prit le bus pour se rendre à la bibliothèque, utilisant les pièces qu'elle avait économisées en aidant ses voisins à faire leurs courses. « Eh bien, bonjour, ma chère. » Madame Patterson sourit, son visage ridé s'illuminant. « Que viens-tu faire ici aujourd'hui? »« Je dois faire des recherches, » répondit Lila avec précaution. « Pour un projet scolaire sur la famille Brard. »« Mademoiselle » Les sourcils de Patterson se haussèrent légèrement, mais elle conduisit Lila jusqu'à un poste informatique. Les Brard dans l'immobilier, mon Dieu, quelle famille à étudier. Pendant les 2 heures suivantes, Lila lut tout ce qu'elle put trouver sur Marc-Antoine Brard et sa défunte épouse, Victoria. Ce qu'elle découvrit peignait un tableau qui lui serra la poitrine. Victoria Brard venait de l'ancienne bourgeoisie parisienne, l'une de ces familles dont le nom apparaissait sur les ailes d'hôpitaux et dans les galeries de musées. Elle avait épousé Marc-Antoine à 23 ans, lui avait 25 ans, jeune promoteur ambitieux ayant grandi dans le 15e arrondissement et ayant bâti sa fortune à partir de rien. Les pages mondaines de 7 ans plus tôt montraient une Victoria resplendissante lors d'événements caritatifs, la main posée sur son ventre arrondi. Elle était fille unique et, selon un article, avait hérité de toute la fortune familiale lorsque ses parents moururent dans un accident de bateau quelques mois avant la naissance d'Étienne. Puis vinrent les tragiques manchettes. La société pleure la mère en couche. Bébé Brard, né en bonne santé. La mère ne survit pas. Marc-Antoine Brard, dévasté par la mort de sa femme, vit 6 mois plus tard son fils diagnostiqué sourd. Le père jura de trouver un remède. Lila imprima plusieurs articles, les pliant soigneusement dans son cahier. En les relisant, certains détails lui sautèrent aux yeux. La fortune de Victoria, estimée à plus de 200 millions d'euros, avait été placée sous gestion de patrimoine, avec tutelle pour Étienne. Mais il y avait autre chose. Un petit paragraphe dans un article financier qui glaça le sang de Lila.
Selon les termes du testament de Victoria, si son fils venait à mourir ou était déclaré incapable avant ses 18 ans, l'ensemble du patrimoine reviendrait à son tuteur désigné, son cousin aîné, Grégoire Ashworth, gestionnaire financier chez Ashworth et Associés. Les mains de Lila tremblaient en relisant ces mots. L'ensemble du patrimoine, 200 millions d'euros. Mais quel lien cela avait-il avec la prétendue surdité d'Étienne? Être sourd ne rend pas incapable, songea-t-elle. Elle devait en savoir plus sur ce Grégoire Ashworth. Elle devait comprendre le fonctionnement réel de la gestion patrimoniale mise en place par Victoria. Mais surtout, elle devait déterminer si cet homme avait un lien avec Madame Chen. « Madame Patterson », demanda Lila à voix basse, « si quelqu'un voulait contrôler l'argent d'un enfant, comment ferait-il » La bibliothécaire la regarda avec intensité, l'inquiétude creusant ses traits. « C'est une question très inhabituelle pour un projet scolaire, ma chère. C'est pour comprendre la gestion des patrimoines et des successions, répliqua rapidement Lila. Après un long moment d'étude, Madame Patterson soupira. Eh bien, si un enfant est handicapé ou incapable de prendre des décisions pour lui-même, un tuteur ou un administrateur légal gère son argent jusqu'à sa majorité. Il est censé l'utiliser dans l'intérêt de l'enfant, mais elle choisit ses mots avec soin. Tout le monde n'est pas aussi honnête qu'il devrait l'être. Lila la remercia et quitta la bibliothèque, son cahier serré contre sa poitrine. Les pièces du puzzle commençaient à s'assembler, formant un tableau si sombre qu'elle aurait presque préféré ne pas en voir l'entièreté. Quelqu'un voulait qu'Étienne Brard reste impuissant, dépendant, incapable de fonctionner normalement. Quelqu'un qui tirerait profit si Étienne ne pouvait jamais prendre le contrôle de son propre héritage. Quelqu'un qui avait peut-être convaincu Marc-Antoine Brard que son fils était sourd, maintenant le garçon prisonnier d'un silence imposé. Mais pourquoi Marc-Antoine y aurait-il cru? À moins qu'il n'ait été trompé dès le départ, par quelqu'un qui était là depuis le début, quelqu'un en qui il avait confiance. Lila repensa aux mots de Madame Chen au téléphone. « Je fais cela depuis 5 ans. 5 ans, pas 7. » Cela signifiait que Madame Chen n'avait pas commencé cette machination. Elle ne faisait que maintenir le mensonge. Alors, qui avait commencé tout cela? Qui avait eu accès à Étienne quand il était bébé? Qui avait pu convaincre les médecins et Marc-Antoine Brard lui-même qu'un enfant entendant était sourd? La réponse devait se trouver dans les 2 premières années de la vie d'Étienne, dans le chaos qui suivit le décès de Victoria, lorsque Marc-Antoine était en deuil et vulnérable, et qu'un nouveau-né était examiné, testé et diagnostiqué. Lila devait remonter plus loin. Elle devait comprendre ce qui s'était passé dans ces premiers mois cruciaux de la vie d'Étienne. Et d'une manière ou d'une autre, elle devait trouver comment prouver ce qu'elle soupçonnait, que Étienne Brard avait été volé à sa propre vie, enfermé dans le silence pour de l'argent. Mais comment une fillette de 7 ans, sans ressources, sans pouvoir et sans preuve, pourrait-elle exposer quelque chose d'aussi énorme? L'après-midi de lundi, Lila prit une décision qui la terrifiait. Elle allait essayer de communiquer directement avec Étienne. C'était risqué. Si Madame Chen s'apercevait de ce qu'elle faisait, la nourrice pourrait le déplacer dans un autre parc et Lila perdrait sa chance de l'aider. Mais elle ne pouvait plus se contenter d'observer. Ce garçon était piégé, et chaque jour passé à faire semblant d'être sourd était un jour de volée à son enfance. Elle avait apporté des craies de couleur du magasin à 1 euro, utilisant l'argent de son déjeuner de la semaine passée. Son estomac grognait de faim, mais elle mit ce sentiment de côté. Cela était plus important. Étienne jouait seul près du bac à sable, comme à son habitude. Madame Chen était assise sur son banc, défilant sur son téléphone. Lila s'approcha lentement, avec nonchalance, et s'agenouilla à quelques mètres de lui. Elle commença par dessiner sur le sol des images simples. Un soleil, un arbre,
un oiseau. Étienne la regarda, ses yeux bleus curieux, mais méfiants. Lila ne le regarda pas directement. Elle dessina plutôt un garçon, avec un grand sourire, puis des ondes sonores, partant de la bouche du garçon vers une autre figure. Elle écrivit dessous avec soin. Les sons sont partout. Étienne se raidit. Une fraction de seconde, la peur traversa son visage. Puis il détourna rapidement le regard, son expression redevenant neutre. Mais Lila avait vu. Elle était passée. Dans les jours qui suivirent, Lila poursuivit sa campagne. Elle ne parla jamais directement à Étienne lorsque Madame Chen pouvait la voir. Elle laissa des messages en craie selon des motifs qu'elle dessinait en jouant. Elle laissait tomber un caillou et observait s'il sursautait au bruit. Elle fredonnait doucement et voyait ses yeux scintiller de reconnaissance. Et peu à peu, avec patience, Étienne commença à répondre. Rien de manifeste. Il était trop bien entraîné pour cela. Mais de petites choses, un léger hochement de tête quand Madame Chen ne regardait pas. Une fois, il disposa des pierres dans un motif qui signifiait clairement oui. Une autre fois, quand Lila dessina des barreaux de prison, elle vit des larmes se former dans ses yeux avant qu'il ne les cligne rapidement. Il voulait de l'aide. Il était désespéré que quelqu'un le voie vraiment. Et maintenant, quelqu'un l'avait enfin fait. Le jeudi, Lila prit un risque énorme. Elle attendit que Madame Chen aille aux toilettes à l'extrémité du parc et se rapprocha d'Étienne. Elle ne parla pas fort, juste un chuchotement urgent. « Je sais que tu peux m'entendre. Cligne 2 fois si j'ai raison. » Le corps entier d'Étienne se tendit. Il regarda autour de lui, affolé, puis, si vite qu'elle faillit le manquer, il cligna 2 fois. Le cœur de Lila bondit et se brisa en même temps. « Je vais t'aider, » murmura-t-elle. « Je te le promets. Mais j'ai besoin de savoir qui t'a fait faire semblant. » Cligne 1 fois pour Madame Chen. Étienne secoua très légèrement la tête. Quelqu'un d'autre? Avant elle, un petit hochement de tête. Tu sais qui? Les mains d'Étienne bougèrent, non pas en langue des signes, mais comme s'il essayait de communiquer quelque chose. Il pointa ses yeux, puis fit un geste comme pour mettre un masque. Puis il toucha sa tête, là où ses cheveux étaient châtains et non pas foncés comme ceux des affiches de son père. Madame Chen revenait. Lila s'éloigna rapidement, retournant à ses dessins de craie comme si rien ne s'était passé. Mais son esprit s'emballa. Quelqu'un portait un masque. Non, cela n'avait pas de sens. Quelqu'un qui avait l'air différent de ce qu'il était vraiment. Quelqu'un qui prétendait être autre chose qu'il n'était. Cette nuit-là, Lila ajouta de nouvelles notes dans son cahier. Étienne avait essayé de lui dire quelque chose d'important. Quelqu'un depuis qu'il était très petit, quelqu'un qui avait déguisé sa véritable identité ou trompé tout le monde sur qui il était. Elle pensa à Victoria Brard, la mère décédée. Elle pensa à Grégoire Ashworth, le cousin qui hériterait si Étienne était déclaré incapable. Elle pensa à toutes les personnes qui avaient dû entourer un héritier nouveau-né de 2 fortunes. Puis elle songea à autre chose, quelque chose qu'elle avait lu dans un des articles. Victoria avait été proche de sa nourrice d'enfance, une femme qui l'avait élevée après la mort précoce de sa propre mère. L'article mentionnait que cette nourrice, une certaine Hélène, avait été auprès de Victoria jusqu'à la fin et avait même été présente à l'hôpital lors de la naissance d'Étienne. Et si c'était elle? Quelqu'un qui avait élevé Victoria, qui avait eu accès à son argent et à sa gestion patrimoniale, aurait-il pu être à l'origine de tout cela? Lila avait besoin de plus d'informations. Elle devait découvrir qui avait été auprès d'Étienne durant ses premiers mois cruciaux. Elle avait besoin de dossiers médicaux, d'actes de naissance, de quelque chose qui prouverait ce qui se passait. Mais comment une fillette de 7 ans, issue d'une famille pauvre, pourrait-elle accéder à ce genre d'informations?
Comment pourrait-elle lutter contre des gens puissants, riches et bien connectés? La réponse lui vint alors qu'elle s'endormait. Elle ne pouvait pas les combattre par le pouvoir ou l'argent, mais elle pouvait le faire avec la vérité. Et parfois, la vérité n'a besoin que de la bonne personne pour être entendue. Elle devait trouver quelqu'un qui pourrait l'aider, quelqu'un qui la croirait, quelqu'un qui aurait le pouvoir d'enquêter correctement. Mais qui? Et comment la convaincre sans paraître une enfant avec une imagination trop débordante? La percée de Lila vint d'une source inattendue. Sa mère, Rosa Martinez, faisait le ménage pour plusieurs familles aisées du quartier des Brardes. L'une de ces familles, les Johnson, avait une grand-mère qui avait été infirmière pédiatrique à l'hôpital Necker, le même hôpital où Étienne Brard était né. Lila s'était souvenu que Madame Johnson en avait parlé une fois, des mois auparavant, bien avant qu'elle commence à enquêter sur le cas d'Étienne. Elle comprit maintenant que cela pouvait être le lien qu'il lui fallait. Le samedi, alors que sa mère allait nettoyer la maison des Johnson, Lila supplia de l'accompagner. « S'il te plaît, maman, je resterai très tranquille. Je me contenterai de lire dans un coin. » Rosa regarda le visage plein d'espoir de sa fille et soupira. « D'accord, Mika, mais sois sage. Ne touche à rien. » La maison des Johnson était belle, pas au niveau de l'hôtel particulier Bird, mais chaleureuse et confortable. Et effectivement, assise dans le salon lumineux avec une tasse de thé, se trouvait Madame Dorothée Johnson, la grand-mère âgée. Lila attendit que sa mère soit occupée dans une autre pièce, puis s'approcha prudemment. « Excusez-moi, Madame Johnson. » La vieille femme leva les yeux, ses yeux bleus bienveillants. « Oui, ma chère. Ma mère m'a dit que vous aviez été infirmière. Cela a dû être intéressant. » Dorothée sourit. « Oh oui, 35 ans à l'hôpital Necker, j'ai aidé à mettre au monde des centaines de bébés. » Le cœur de Lila battait la chamade. C'était ça. « Avez-vous déjà travaillé pour des familles très célèbres? » Eh bien, je n'étais pas censé parler de certains patients, mais après toutes ces années... Les yeux de Dorothée se perdirent dans le vague. « J'étais là la nuit où Victoria Brard est morte. Quelle tragédie! Cette belle jeune femme et le bébé qui serait déclaré sourd. » Lila l'encouragea doucement. L'expression de Dorothée changea, devenant inquiète. « C'est ce qu'ils ont dit. Mais tu sais, ma chère, j'ai repensé à cette nuit des dizaines de fois au fil des ans. Et quelque chose m'a toujours troublée. » Lila retint son souffle. « Quoi? » « Ce bébé a pleuré quand il est arrivé au monde. Des poumons si sains. Et d'après mon expérience, les bébés profondément sourds dès la naissance ont souvent des cris différents. Pas toujours, mais souvent. Ce petit garçon Bird, lui, réagissait au son dans la salle d'accouchement. Je m'en souviens car un plateau en métal est tombé et il a sursauté. » Dorothée secoua la tête, puis 6 mois plus tard, on dit qu'il était sourd. « J'ai toujours voulu comprendre, » murmura Laila. « Comprendre quoi? Si le deuil avait troublé ce pauvre père, lui faisant voir des problèmes là où il n'y en avait pas. » Dorothée hésita. Il y avait quelqu'un d'autre cette nuit-là, l'ancienne nourrice de Victoria, Hélène Ashworth. Elle avait pratiquement élevé Victoria après la mort de sa mère. Elle était très autoritaire, très protectrice, peut-être trop. Ashworth? Le pouls de Lila s'accéléra. Comme Grégoire Ashworth? Oh oui, c'est son fils. Il gérait la gestion patrimoniale de Victoria. Hélène en était très fière. Dorothée se pencha, baissant la voix. Ce qui m'a paru étrange, c'est qu'Hélène a insisté pour être dans la salle d'accouchement. Elle disait que Victoria voulait qu'elle soit là. Mais Victoria était très droguée à cause des complications. Je ne crois pas qu'elle ait compris ce qui se passait. Et après la mort de Victoria, après que cette pauvre fille ait rendu son dernier souffle,
Hélène a été la première à prendre le bébé. Elle a insisté, disant avoir promis à Victoria d'être seule avec ce nouveau-né pendant presque 20 minutes, le temps que les médecins tentent de ranimer la mère. 20 minutes seule avec un nouveau-né. Que pourrait faire quelqu'un en 20 minutes s'il le voulait? J'ai voulu dire quelque chose à un des médecins, continua Dorothée. Mais Hélène était de la famille, et moi, je n'étais qu'infirmière. Et puis, que pouvais-je vraiment prouver? Que j'avais un mauvais pressentiment? Que quelque chose semblait anormal? Alors, je me suis tue. Mais cela me hante, ma chère. Pendant toutes ces années, je me suis demandé si j'aurais dû parler. Lila eut l'impression que toutes les pièces du puzzle se mettaient enfin en place. Hélène Ashworth, l'ancienne nourrice de Victoria et mère de Grégoire Ashworth. Elle était là depuis le début. Elle avait eu accès au bébé Étienne et son fils hériterait de 200 millions d'euros si Étienne était déclaré incapable. Mais comment Hélène avait-elle convaincu tout le monde qu'il était sourd? Comment avait-elle pu tromper les médecins et Marc-Antoine Brard lui-même? Madame Johnson, demanda Lila avec précaution. Est-il possible de faire croire qu'un bébé est sourd? Dorothée la regarda vivement. C'est une drôle de question, ma petite. Pourquoi demandes-tu cela? Lila prit une décision rapide. Elle choisit de faire confiance à son instinct. Et son instinct lui disait que Dorothée Johnson était quelqu'un qui pourrait l'aider. Parce que je ne pense pas qu'Étienne Brard soit sourd, répondit-elle. Et je crois que je peux le prouver. Pendant près d'une heure, à voix basse, tandis que Rosa nettoyait à l'étage, Lila raconta tout à Dorothée. Les preuves qu'elle avait réunies, la conversation téléphonique entendue, ses échanges secrets avec Étienne, le mobile financier, tout. Le visage de Dorothée se fit de plus en plus grave à mesure que le récit avançait. « Mon Dieu, dit-elle enfin, la voix tremblante. Ce pauvre enfant. Mais, Lila, c'est très sérieux. Tu formules des accusations graves contre des gens puissants. Tu ne peux pas simplement. Je sais, l'interrompit Lila. C'est pour ça que j'ai besoin d'aide. Il me faut quelqu'un que les adultes écouteront, quelqu'un qui s'y connaît en médecine et peut expliquer comment cela a pu être fait. Dorothée resta silencieuse un long moment, puis se leva, une détermination nouvelle dans le regard. Mon ancienne collègue, la docteure Sarah Chen, sans lien avec cette nourrice, est aujourd'hui chef du service d'audiologie pédiatrique à l'hôpital Necker. C'est une femme intègre, solide et qui ne se plie pas à l'argent ni à l'influence. Si quelqu'un peut aider à enquêter, c'est bien elle. Mais il nous faut plus que tes observations, ma chère. Il nous faut des preuves tangibles. Comment les obtenir? Demanda Lila. Nous devons faire examiner Étienne par un médecin indépendant, sans que ceux qui le contrôlent soient au courant. Et nous devons découvrir ce qui s'est passé dans les 6 premiers mois de sa vie. Les dossiers médicaux, les tests, qui les a ordonnés, qui les a interprétés. Pour la première fois depuis des semaines, Lila sentit l'espoir éclore dans sa poitrine. « Vous pouvez m'aider à faire ça ?» Dorothée tendit la main et prit la sienne dans sa paume ridée. « Enfant, je regrette d'être restée silencieuse pendant 7 ans. Je ne referai pas cette erreur. Nous allons aider ce petit garçon et nous allons exposer ceux qui lui ont volé sa vie. » Mais tandis que Dorothée prononçait ces mots courageux, ni elle ni Lila ne savaient que quelqu'un les avait écoutés. Leur conversation avait été entendue. Et les personnes qui avaient réduit Étienne au silence pendant 7 ans étaient de prêtes à tout, absolument tout, pour empêcher la vérité d'éclater. La voiture noire apparut dès le mardi. Lila la remarqua en se rendant à l'école. Une berline élégante aux vitres teintées, garée en face de son immeuble. Elle était là de nouveau quand elle rentra, et encore le lendemain matin. Sa mère ne vit rien. Rosa travaillait en double service pour payer le loyer, que leur propriétaire venait d'augmenter.
Mais Lila, elle, remarquait toujours tout. Le mercredi après-midi, quelque chose se produisit qui la glaça jusqu'au cœur. Elle se trouvait au parc, gardant sa distance habituelle d'Étienne pendant que Madame Chen le surveillait, lorsqu'un homme s'approcha de la nourrice. Grand, distingué, les cheveux argentés, vêtu d'un costume coûteux. Lila ne pouvait entendre leur conversation, mais elle vit le visage de Madame Chen pâlir, la vit hocher la tête rapidement, nerveusement, puis jeter un regard vers Étienne avec ce qui ressemblait à de la peur. Après le départ de l'homme, Madame Chen n'était plus la même. Hyper vigilante, elle garda Étienne tout près, le surveilla sans relâche, scrutant le parc comme si elle craignait une menace invisible. Lila resta à distance, feignant de jouer sur les balançoires, mais son esprit bouillonnait. Qui était cet homme? Avait-il découvert son enquête? Ce soir-là, Dorothée Johnson appela la mère de Lila. « Rosa, il faut que je parle à ta fille. C'est important. » Lorsque Lila prit le combiné, la voix de Dorothée était pressante. « Enfant, quelqu'un est venu chez moi aujourd'hui. Un détective privé. Il posait des questions sur moi, sur le fait que j'aurais demandé des informations sur la famille Brard. Je ne lui ai rien dit, mais Lila, ils savent. Quelqu'un sait que nous enquêtons. » L'estomac de Lila se noua. Que faisons-nous? Nous devons agir vite. J'ai arrangé un rendez-vous avec la docteure Chen demain après l'école. Je viendrai te chercher. Nous devons tout lui dire avant que... Avant quoi? Un silence. Puis la voix de Dorothée, plus basse. Avant que ceux qui tirent les ficelles décident que nous sommes trop dangereuses pour être ignorées. Cette nuit-là, Lila ne ferma pas l'œil. Elle resta allongée à écouter la respiration de sa mère et pensa à ce qu'elle avait déclenché. Elle croyait simplement aider un garçon qui avait besoin que quelqu'un voie la vérité. Elle n'avait pas imaginé qu'elle tirerait un fil qui déroulerait quelque chose de bien plus vaste, bien plus dangereux. Elle pensa à son père. Il était mort parce que des gens avaient préféré l'argent à la sécurité. Et maintenant, elle faisait face à des personnes qui avaient torturé un enfant pendant 7 ans pour de l'argent. Des gens qui avaient volé la voix d'un petit garçon, son éducation, sa vie normale, pour une fortune à laquelle il n'avait même pas accès. Était-elle courageuse comme son père en se dressant pour ce qui est juste? Ou bien imprudente, mettant en danger sa propre vie et peut-être celle de sa mère? Mais elle repensa aux yeux d'Étienne, à ce regard piégé et désespéré, à la façon dont il avait cligné 2 fois quand elle lui avait demandé s'il l'entendait, au petit hochement de tête quand elle lui avait promis de l'aider. Elle ne pouvait plus l'abandonner, quoi qu'il lui en coûte. Le jeudi après-midi, Dorothée vint chercher Lila dans sa berline bleue. En roulant vers l'hôpital Necker-Enfants malades, Lila remarqua la voiture noire qui les suivait. Ses mains se crispèrent. « Madame Johnson, dit-elle doucement, on nous suit. » Dorothée jeta un coup d'œil au rétroviseur et pinça les lèvres. « Je les vois. Ne t'inquiète pas, ma chérie. Nous allons à un hôpital, en lieu public. Ils ne pourront rien faire là-bas. » Mais lorsqu'elles entrèrent dans le parking de l'hôpital, Lila vit les mains de Dorothée trembler légèrement sur le volant. La docteure Sarah Chen était une petite femme d'une 40aine d'années, l'allure farouche, des yeux perçants qui faisaient penser à un faucon. Elle écouta le récit de Lila sans l'interrompre, son expression se faisant plus grave à chaque détail. Quand Lila eut terminé, la docteure Chen se laissa aller contre le dossier de sa chaise. « C'est le cas de maltraitance médicale d'enfant le plus élaboré que j'ai jamais entendu. Si ce que tu dis est vrai, cet enfant a été psychologiquement torturé pendant 7 ans. Tu comprends à quel point c'est sérieux? »« Oui, madame, » répondit Lila. « C'est pour ça que je suis venue. »« Dorothée me dit que tu as un cahier d'observation. » Lila le lui tendit. La docteure Chen le parcourut avec soin, le froncement de ses sourcils s'accentuant. « C'est remarquablement détaillé pour une enfant.
Tu as vraiment observé tout cela? Mon père m'a appris à remarquer les choses, dit simplement Lila. La docteure Chen se leva et alla jusqu'à la fenêtre, regardant la ville. Si nous voulons aider ce garçon, il faut faire les choses correctement. Nous avons besoin que Marc-Antoine Brard amène Étienne de son plein gré pour des examens indépendants. Il nous faut bâtir un dossier solide juridiquement et le faire avant que ceux qui sont derrière tout cela ne comprennent que nous arrivons. Mais ils le savent déjà, dit Lila. L'homme venu chez vous, Madame Johnson, la voiture qui nous suit, ils savent. La docteure Chen se retourna, l'acier dans le regard. Alors, nous manquons de temps. Dorothée, j'ai besoin que vous contactiez le bureau de Marc-Antoine Brard. Dites que vous êtes une ancienne infirmière qui a des doutes sur le diagnostic initial de son fils et que vous souhaitez organiser une consultation. Restez vague et ne mentionnez pas Lila. Et Étienne, demanda Lila. Il est toujours avec Madame Chen, toujours à faire semblant, s'ils lui font du mal. Ils ne le feront pas, dit la docteure Chen, mais sa voix n'était pas sûre. Il a trop de valeur pour eux. Tant qu'il est handicapé, ils contrôlent l'argent. Ils le veulent vivant et impuissant. Mais Lila repensa à la peur sur le visage de Madame Chen quand l'homme aux cheveux argentés lui avait parlé. Elle pensa à ces 7 années pendant lesquelles on avait forcé un enfant à vivre dans un faux silence. Elle pensa jusqu'où des gens iraient pour protéger 200 millions d'euros. Et elle sut, avec une certitude glacée, qu'ils se trompaient. Si ces gens se sentaient assez menacés, s'ils pensaient bien que leur secret allait être révélé, ils pourraient décider qu'un héritier mort vaut mieux qu'un héritier capable de parler. En quittant l'hôpital, la voiture noire les suivit encore. Cette fois, Lila vit quelque chose qui la glaça. Sur le siège passager se trouvait l'homme aux cheveux d'argent du parc, téléphone à l'oreille, le regard rivé sur la voiture de Dorothée. Quelque chose se préparait, et ce serait pour bientôt. Lila eut l'affreuse sensation qu'elle avait lancé un mécanisme qu'elle ne pourrait peut-être pas arrêter. Quelque chose qui pourrait se terminer avec davantage de blessés, ou pire. Mais il n'y avait plus de retour en arrière. La vérité cherchait à surgir, et tout ce qu'elle pouvait faire, c'était tenir bon et espérer que, lorsqu'elle éclaterait, elle n'emporterait pas tout et tous sur son passage. Le vendredi matin, 2 hommes en costume frappèrent à la porte de Rosa Martinez. « Madame Martinez, aide sociale à l'enfance. Nous avons reçu une plainte au sujet de votre fille, Madame Martinez. Elle approcherait des enfants de familles aisées sans surveillance. » Depuis la chambre, Lila comprit immédiatement que ce n'étaient pas de vrais agents de la protection de l'enfance. Ils venaient pour elle. Elle attrapa son carnet et se glissa par la fenêtre de secours, le cœur battant à tout rompre, tandis qu'elle entendait sa mère protester à l'intérieur. Elle courut dans les ruelles jusqu'à atteindre une cabine téléphonique et composa le numéro de Dorothée Johnson. « Ils sont venus chez moi, » haleta-t-elle. « De faux assistants sociaux. J'ai dû fuir. »« Reste dans des lieux publics, » répondit Dorothée aussitôt. « J'appelle la docteure Chen. Nous devons voir Marc-Antoine Brard aujourd'hui même. » À 14 heures, elles étaient assises dans le siège de Brard Immobilier, à Paris. Marc-Antoine Brard entra, le visage marqué par la fatigue. 32 ans et 7 années de deuil jamais refermés. « Vous avez 5 minutes pour m'expliquer ces accusations, » dit-il d'un ton glacé. La docteure Chen répondit calmement. « Monsieur Brard, votre fils a-t-il déjà été examiné par un médecin n'ayant pas eu accès à ses anciens dossiers? » « Non. Tous ont étudié son dossier avant. Justement, si les premiers rapports ont été falsifiés, toutes les évaluations suivantes reposent sur un mensonge. » Elle fit glisser un dossier sur la table. D'ordinaire, ce genre de manipulation vise à attirer l'attention, mais parfois, c'est une question d'argent.
Le visage de Marc-Antoine devint livide. Le testament de Victoria, Grégoire Ashworth, murmura-t-il. Dorothée intervint. J'étais l'infirmière présente à la naissance de votre fils. L'ancienne nourrice de Victoria, Hélène Ashworth, est restée seule avec le bébé pendant 20 minutes après la mort de votre épouse. 21 minutes où tout pouvait être fait. Lila prit la parole à son tour. Monsieur Brard, votre fils entend. Je l'ai observé des semaines. Il réagit au son quand il pense que personne ne le regarde. Marc-Antoine fixa la petite fille en robe rapiécée. Comment ai-je pu ne pas le voir? Parce que vous étiez en deuil, dit doucement Dorothée. Parce que vous faisiez confiance à Hélène Ashworth, et parce que ceux qui ont fait cela ont été d'une prudence extrême. La voix de Marc-Antoine se brisa. Tout ce temps, il faisait semblant parce qu'on l'y obligeait. Il faut le faire examiner immédiatement, déclara la docteure Chen. Et nous devons agir vite. Les responsables savent que nous enquêtons. Marc-Antoine se leva brusquement. Madame Chen va chercher Étienne au parc à 16 heures. J'y serai. On met fin à tout ça aujourd'hui. En quittant l'immeuble, une voiture noire se plaça à côté d'eux à un feu rouge. L'homme aux cheveux d'argent regarda Lila droit dans les yeux. « Grave erreur, petite fille. Tu aurais dû rester à ta place. » La voiture s'éloigna à vive allure, mais la menace demeura suspendue dans l'air. « Il faut aller au parc tout de suite, » dit la docteure Chen avec urgence, « avant qu'il ne bouge. » Ils arrivèrent à 16h moins 13. Le banc où s'asseyait d'ordinaire Madame Chen était vide. Étienne avait disparu. Le téléphone de Marc-Antoine sonna. Oui, Brard à l'appareil. Son visage se décomposa. Quoi? Il raccrocha, livide. La police a retrouvé la voiture de Madame Chen, abandonnée près du port. Il y a du sang sur le siège conducteur. L'esprit de Lila s'emballa. Madame Chen avait peur. Peut-être qu'elle n'a pas pris Étienne. Peut-être qu'elle a fui ceux qui la payaient. Le téléphone sonna à nouveau. Une voix déformée retentit. « Monsieur Brard, vous deviez accepter la condition de votre fils. Vous allez faire une déclaration publique disant « Ces accusations sont fausses » ou « Des accidents arrivent aux enfants handicapés ». La communication coupa net. « Ils ne l'ont pas », dit fermement Lila. « S'ils l'avaient, ils n'auraient pas besoin de menaces. » Madame Chen a dû s'enfuir avec lui. Et si elle est blessée? Elle ferma les yeux, réfléchissant. L'hôpital, celui où il est né, Necker. C'est public, c'est sûr. Ils foncèrent vers l'hôpital. Une infirmière les orienta vers une salle de soins. Madame Chen était là, pâle, un bandage au bras, tremblante. Et à côté d'elle, serrant sa main, se trouvait Étienne Brard. Quand le garçon vit son père, quelque chose d'extraordinaire se produisit. Pour la première fois depuis 5 ans, il parla. « Papa ». Un mot à peine murmuré, mais qui brisa 7 années de silence. Marc-Antoine tomba à genoux, les larmes aux yeux. « Étienne, tu peux parler. » Il disait que je ne pouvais pas, que des choses terribles arriveraient si je parlais. Mais Madame Chen m'a dit que c'était fini. La voix de la nourrice se brisa. « Je suis désolée. J'avais besoin d'argent pour soigner ma mère. Je ne savais pas ce que cela lui faisait, pas avant qu'il ne soit trop tard. »« Qui vous payait ?» demanda Marc-Antoine. « Hélène Ashworth a commencé quand il était bébé. Elle est morte il y a 2 ans, mais son fils Grégoire a continué. Il disait que le testament exigeait qu'Étienne reste handicapé pour qu'il garde le contrôle du patrimoine. » Marc-Antoine serra son fils contre lui. Comment ma belle-mère a-t-elle pu faire croire à tout le monde qu'il était sourd? Madame Chen parla à peine. J'ai retrouvé ses dossiers après sa mort. Elle mettait des gouttes dans ses oreilles quand il était nourrisson. Des agents anesthésiants pendant les tests.
Et elle le blessait quand il faisait du bruit. Elle l'a conditionné par la peur. Un silence d'horreur s'abattit sur la pièce. « Où est Grégoire Ashworth ?» demanda Marc-Antoine. « Je l'ignore. Quand j'ai dit que j'arrêtais ce matin, il m'a menacé. Quelqu'un a essayé de nous faire sortir de la route. J'ai cru qu'ils allaient nous tuer. Alors je suis venu ici, » murmura Madame Chen tremblante. Marc-Antoine regarda son fils. Vraiment le regarda. « Qu'est-ce que tu veux faire, Étienne ?» Le garçon leva les yeux vers lui, puis répondit d'une voix timide. « Je veux entendre la musique, la vraie, et aller à une vraie école, et rencontrer la fille qui m'a vu, celle avec la craie. » Tous les regards se tournèrent vers Lila. Les yeux bleus d'Étienne croisèrent les siens. « Tu es la seule qui m'a vraiment vu, » dit-il doucement. « Tu me regardais comme si j'étais enfermé, comme si j'avais juste besoin que quelqu'un ouvre la porte. » Lila lui prit la main. « Tu es libre maintenant, » dit-elle avec un sourire tremblant. Mais l'expression de Marc-Antoine changea brusquement en regardant son téléphone. Grégoire Ashworth vient de retirer 50 millions d'euros du trust d'Étienne. Il s'enfuit. Il l'a fait il y a 30 minutes. 1 heure plus tard, les agents de la brigade financière et de la police judiciaire étaient bas sur place. L'inspectrice Sarah Morrison écouta le récit d'un air sombre. C'est l'un des cas de maltraitance médicale les plus élaborés que j'ai vus. Nous aurons besoin d'un accès complet à tous les dossiers. Tout ce qu'il faut, répondit Marc-Antoine, serrant son fils contre lui. Trouvez-le. Mais retrouver Grégoire Ashworth s'avéra impossible. Jet privé, comptes offshore, avocats bloquant chaque tentative. Durant 3 jours, Lila vit Étienne renaître. Marc-Antoine le ramena chez lui, dans l'hôtel particulier des Brards, et insista pour que Lila et Rosa y viennent aussi. « Tu as sauvé mon fils. Vous êtes ici chez vous, aussi longtemps que vous le voudrez. » La docteure Chen effectua une batterie de tests. L'audition d'Étienne était parfaite, mais les dégâts psychologiques de 7 ans de conditionnement étaient profonds. Il aurait besoin d'une thérapie longue. Il connaissait la langue des signes, mais avait du mal à parler. Il sursautait au bruit fort, craignant encore une punition. Pourtant, il faisait preuve d'une étonnante résilience. Marc-Antoine lui offrit un piano. Étienne apprit seul à en jouer, les larmes aux yeux, découvrant pour la première fois les sons qu'il n'avait qu'imaginés. « Ma maman t'aurait beaucoup aimé, » dit-il un après-midi à Lila. « Mon papa t'aurait aimé aussi, » répondit-elle en souriant. Le 4e jour, l'inspectrice Morrison revint avec une nouvelle dévastatrice. « Nous avons retrouvé les journaux intimes d'Hélène Ashworth. Elle a tout consigné. Elle considérait cela comme son œuvre maîtresse. Les pages révélaient une intelligence perverse, méthodique. Hélène haïssait Marc-Antoine. Elle le jugeait indigne de Victoria. Elle avait passé des mois à rechercher des substances capables de troubler l'audition infantile pendant les tests médicaux. Elle avait conditionné Étienne dès la naissance, par des gestes minutieusement calculés, des châtiments, des privations de son. « Pourquoi faire souffrir un enfant innocent ?» demanda Marc-Antoine, la voix brisée. « Elle croyait protéger l'héritage de Victoria, » expliqua Morrison. « Elle écrivait que vous ne méritiez pas l'argent de votre épouse. En rendant Étienne dépendant, Grégoire pouvait contrôler la fortune. Pour elle, c'était de la justice. Avez-vous retrouvé Grégoire? Nous avons retracé sa fuite jusqu'à Marbella, puis plus rien. Mais nous avons trouvé autre chose, une police d'assurance-vie de 10 millions d'euros qu'Hélène avait souscrite sur la tête d'Étienne. Grégoire en est le bénéficiaire. » Lila murmura, horrifiée. Ils allèrent le tuer. Ces dernières notes parlent de solutions permanentes et d'accidents tragiques. Marc-Antoine serra son fils encore plus fort.
Il est dehors, avec 50 millions et plus rien à perdre. Je recommande une protection rapprochée, déclara Morrison. Cette nuit-là, des agents de la police nationale sécurisèrent toute la propriété. Lila ne parvint pas à dormir. À 2h47, les alarmes retentirent. Grégoire Ashworth n'avait pas forcé l'entrée. Il avait ouvert la porte d'entrée avec les clés de sa mère. Lila se réveilla en sursaut, entendant les cris, les ordres, le chaos. Malgré les consignes de rester dans sa chambre, elle se glissa dans le couloir. Dans le bureau de Marc-Antoine, Grégoire se tenait dos à la fenêtre, un pistolet à la main. « Vous avez tout détruit. Ma mère avait mis des années à créer la situation parfaite. » Marc-Antoine se plaça entre lui et Étienne, caché derrière un fauteuil. « Votre mère était un monstre. Elle a torturé un nourrisson. Elle protégeait ce qui nous revenait. Victoria l'a trahi en vous épousant, vous, un inconnu sans nom ni fortune. »« J'étais son mari, » répliqua Marc-Antoine d'une voix ferme. « Vous n'étiez qu'une erreur. Ma mère savait que Victoria finirait par revenir à la raison. Mais elle est morte, et vous avez tout pris. » Les agents, postés à l'extérieur, ne pouvaient tirer sans risquer de toucher Marc-Antoine. Lila apparut dans l'embrasure de la porte. « Monsieur Ashworth !» Tous se tournèrent, horrifiés. « Lila, recule !» cria Marc-Antoine, mais elle avança calmement. « Vous parlez sans cesse de famille, mais vous ne savez pas ce que c'est. Vous savez pourquoi ?» Le canon du revolver se tourna vers elle. « Qu'est-ce qu'une gamine comme toi peut savoir de la famille? » « Parce que la famille ne fait pas de mal aux enfants. La famille ne vole pas leur enfance. Peu importe ce que votre mère vous a raconté, ce n'est pas vous la victime. C'est Étienne. Tu n'es qu'une pauvre fille jouant à la détective. »« Je sais ce que c'est que de perdre quelqu'un, » répondit-elle, les larmes coulant sur ses joues. « Mon père est mort parce que des gens préféraient l'argent à la sécurité. Mais vous savez ce que nous avons, nous, et que vous n'aurez jamais. » Sa voix resta ferme malgré les sanglots. « Nous n'avons pas besoin de mentir sur qui nous sommes. Vous avez passé 7 ans à faire passer la cruauté de votre mère pour de l'amour. Mais vous ne pouvez plus faire semblant. Tout le monde sait maintenant qui vous êtes vraiment. » La main de Grégoire trembla. « Tout ce que j'ai fait, je l'ai fait pour la mémoire de ma mère. Ta mère était diabolique, et toi aussi. » Le canon de l'arme s'abaissa d'1 centimètre. L'inspectrice Morrison bondit comme l'éclair. En une seconde, Grégoire Ashworth se retrouva désarmé, plaqué au sol, les poignets menottés, hurlant à l'injustice tandis qu'on l'emmenait. Plus tard, quand le tumulte se fut apaisé, Morrison réunit tout le monde dans le grand salon. « Nous avons trouvé son ordinateur portable, » dit-elle. Des vidéos d'Hélène Ashworth en train de dresser Étienne lorsqu'il était nourrisson. Les preuves sont accablantes. Il ne sortira jamais de prison. Elle sortit ensuite un autre document. Et nous avons trouvé le vrai testament de Victoria Braid, rédigé 3 mois avant sa mort. Marc-Antoine se figea. Quoi? Victoria avait commencé à soupçonner qu'Hélène tramait quelque chose. Elle avait tout modifié, retiré Hélène de la tutelle de l'enfant, nommé un autre administrateur et exigé que tout signe de handicap soit vérifié par des médecins indépendants. Marc-Antoine murmura, bouleversé. Elle savait. Hélène a découvert le Nouveau Testament et l'a remplacé après la mort de Victoria. Le vrai document était dans un coffre que Grégoire n'avait jamais vérifié. Marc-Antoine se prit la tête entre les mains. Elle a essayé de le protéger. Le vrai testament dit qu'Étienne hérite de tout à ses 18 ans, sans aucune restriction. Si Victoria avait eu le temps de le faire enregistrer au tribunal, rien de tout cela ne serait arrivé. Tous comprirent. Hélène avait probablement provoqué la mort de Victoria aussi. Le mal avait porté le masque d'une grand-mère aimante, et il avait presque triomphé.
presque, car il n'avait pas prévu qu'une fillette de 7 ans verrait ce que les adultes ne voyaient jamais pas. Les semaines suivantes furent une tempête. 3 semaines d'enquête, de psychologues, d'audiences et de journalistes. Les gros titres s'étalaient. Le fils du milliardaire enfermé dans le silence. Une fillette de 7 ans révèle l'affaire du siècle. Lila détestait l'attention, mais sa vie normale avait disparu. Marc-Antoine avait créé un fonds pour financer ses études, embauché Rosa avec un salaire confortable et insisté pour qu'elle vive dans la maison d'amis, officiellement pour la sécurité. Mais tout le monde savait que c'était bien plus. C'était une famille. Étienne voyait 3 thérapeutes. Les progrès étaient lents, parfois douloureux. Il sursautait encore au bruit, se murait dans le silence lorsqu'il avait peur, faisait des cauchemars, mais il riait à présent, de vrais rires d'enfant. Il avait commencé des cours de musique et révélait une oreille absolue. Un après-midi, Marc-Antoine appela Hila dans son bureau. « Je veux te parler de ton avenir », dit-il. « J'aimerais créer une fondation au nom de Victoria pour aider les enfants victimes d'abus à trouver des défenseurs. Quand tu seras plus grande, j'aimerais que tu la diriges avec moi. » « Pourquoi moi? Parce que tu as vu ce que personne d'autre n'a su voir. Tu n'as pas abandonné. Tu as un don, Lila. Tu remarques ce que les autres ignorent. Et surtout, tu agis. C'est rare. » Plus tard, Lila trouva Étienne assis au piano, jouant une mélodie douce. « Ça s'appelle « La chanson de Lila », dit-il timidement. C'est pour quelqu'un qui a vu la lumière dans l'obscurité. Ils restèrent silencieux un moment. Puis Étienne demanda « Tu as peur que tout soit différent maintenant? » Terrifié. « Et toi? Pendant 7 ans, j'ai vécu dans une cage. Maintenant, je peux être moi, mais je ne sais pas encore qui je suis. Tu es Étienne Brard. Tu es courageux et fort. Tu as survécu à ce qui aurait brisé la plupart des gens. Comment tu le sais? Parce que tu n'es plus seul. » Mais le visage d'Étienne se ferma. Quand ils ont arrêté Grégoire, il a dit quelque chose, qu'il restait encore des gens impliqués, qu'on ne les connaissait pas tous. Il a dit « La vérité est plus grande que ce que vous croyez. » Avant que Lila ne puisse répondre, l'inspectrice Morrison entra, le visage grave. « Venez, tous les deux. Nous avons trouvé quelque chose qui change tout. » Dans le bureau de Marc-Antoine, elle posa des relevés bancaires sur la table. « Nous avons retracé des paiements vers quelqu'un à l'hôpital Necker, quelqu'un qui avait accès aux dossiers médicaux d'Étienne depuis le début et qui aurait pu falsifier les résultats. »« Qui ?» demanda Marc-Antoine. « Blême. » Morrison fit pivoter l'écran de son ordinateur. Un nom apparut. Et la pièce se glaça. Dr. Richard Chen, le médecin qui avait posé le diagnostic de surdité 7 ans plus tôt. Le mari de la docteure Sarah Chen, celle-là même qui les aidait depuis le début. C'est lui qui suit Étienne depuis des semaines, dit Marc-Antoine blême. Il sait tout de notre dossier. Il sait où nous sommes. Lila chuchota, et il sait comment nous protéger, ou nous piéger. À cet instant précis, les lumières s'éteignirent. Les générateurs d'urgence s'allumèrent, baignant le manoir dans une lueur rouge inquiétante. La radio de Morrison grésilla. Intrusion détectée. Périmètre violé. Multiples points d'entrée. « Mettez les enfants à l'abri » cria-t-elle. Marc-Antoine attrapa Étienne. Dorothée saisit Lila. Et tous coururent dans les couloirs vers la salle de sécurité blindée que Marc-Antoine avait fait installer des années plus tôt. Derrière eux, on entendait des cris, des coups de feu, le chaos d'une confrontation entre agents fédéraux et assaillants. L'esprit de Lila tournait à toute vitesse. Dr. Richard Chen. Il faisait partie du complot depuis le début. C'était lui qui avait faussé le premier diagnostic. C'était lui qui avait entretenu le mensonge. Et sa femme, la docteure Sarah Chen, celle qu'il croyait leur alliée,
avait peut-être été leur ennemi depuis le premier jour. Le savait-elle? Avait-elle, elle aussi, fait partie du complot? Ils atteignirent enfin la salle de sécurité, une chambre d'acier renforcée, dotée de sa propre ventilation, de moyens de communication et de réserves d'urgence. Marc-Antoine tapa le code. La porte s'ouvrit dans un sifflement. Mais, au moment où il s'apprêtait à entrer, Rosa apparut à l'autre bout du couloir, poussée en avant par un homme vêtu de noir, armé, le visage caché derrière une visière tactique. Pas le docteur Chen. Quelqu'un d'autre. Un nouveau venu dans ce cauchemar. Personne ne bouge, dit-il calmement en plaquant le canon de son arme contre la tempe de Rosa. Le monde de Lila s'arrêta net. « Maman, je suis désolée, ma fille. Il m'attendait dans ma chambre, » sanglota Rosa. L'inspectrice Morrison tenait déjà son arme, mais ne pouvait pas tirer sans risquer de toucher l'otage. Marc-Antoine resta figé, Étienne agrippé à son bras. « Voici ce qui va se passer, » dit l'homme d'une voix calme, presque professionnelle. « Le docteur Chen a commis une erreur en travaillant avec vous. Quand Grégoire a été arrêté, il a paniqué et nous a tout révélé. L'enquête, la fillette, tout. Nous ne pouvons pas vous laisser continuer. »« Qui êtes-vous » gronda Marc-Antoine. « Quelqu'un qu'on paye très bien depuis des années pour que certains dossiers médicaux restent enterrés. » Hélène Ashworth était une visionnaire, Monsieur Bird. Elle avait compris qu'un héritier handicapé est plus facile à contrôler qu'un enfant en bonne santé. Grégoire a été négligent, cupide. Mais le réseau qu'Hélène a bâti, médecins, administrateurs, avocats, dépasse largement une seule famille. Le cœur de Lila se serra. Ce n'était plus seulement l'histoire d'Étienne. C'était un système, une conspiration bien plus vaste. « Que voulez-vous » demanda Morrison. « Le carnet de la fille, toutes les copies des dossiers d'enquête et votre parole que tout s'arrête ici. Et si on refuse? Alors la femme de ménage meurt, puis les agents dehors, puis vous tous. Et demain, les journaux titreront « Tragédie au domaine Brard, meurtre-suicide. Grégoire Ashworth, fou de remords, a tué tout le monde avant de se donner la mort. Grégoire est déjà en prison, incapable de démentir. C'est parfait, non? Horrible, mais parfait. » Lila chercha frénétiquement une issue. Ils étaient piégés. Les agents combattèrent dehors, mais cet homme tenait sa mère en otage. Si elle lui donnait le carnet, peut-être les laisserait-il partir. Mais elle savait qu'il ne le ferait pas. Les hommes comme lui ne laissaient jamais de témoins. « D'accord, » dit-elle d'une voix étranglée. « Mon carnet est dans ma chambre. Je vais le chercher. »« Lila, non !» s'écria Marc-Antoine. « C'est bon, » répondit-elle en fixant le regard terrifié de sa mère. « Je vais le chercher. Ne lui faites pas de mal. » L'homme esquissa un sourire mince. « Maligne, la gamine. 2 minutes. » Morrison lui lança un regard lourd de sens. « Fais quelque chose. » Lila hocha imperceptiblement la tête et s'éloigna dans le couloir, le cœur battant à s'en rompre. Son père lui avait appris à remarquer les choses. Et elle avait remarqué quelque chose en courant tout à l'heure. Le panneau de contrôle près de sa chambre indiquait que les générateurs de secours tombaient à 78% et baissaient encore. Quelqu'un les avait sabotés. Le réseau électrique principal, lui, était encore intact, simplement désactivé. Dans sa chambre, Lila prit son carnet, mais aussi son téléphone. Elle ouvrit l'application domotique que Marc-Antoine lui avait montrée, celle qui permettait de contrôler les lumières, la température, les serrures et surtout le disjoncteur général. Elle n'avait qu'une seule chance. Si elle rétablissait brutalement le courant, la lumière aveuglerait quiconque portait des lunettes de vision nocturne. Les agents dehors en portaient, mais aussi les intrus.
2 secondes d'aveuglement pourraient en suffire. Mais cela aveuglerait aussi Morrison. Et dans ces 2 secondes, l'homme pouvait tuer sa mère. À moins qu'elle ne la prévienne. Lila tapa un SMS à Morrison. Rétablit la lumière dans 30 essais. Ferme les yeux et tire à gauche. Elle lança le minuteur de 30 secondes et repartit en courant vers le couloir. « Tu l'as » demanda l'homme. « Oui. » Lila leva le carnet. « Laissez ma mère partir. »« Pas encore. Apporte-le-moi. » Lila s'avança lentement. 20 secondes. Elle vit Morrison jeter un regard à son téléphone. 15 secondes. « Tu sais ce que m'a appris Étienne » dit Lila en continuant d'avancer. « Il m'a appris que parfois, la plus grande force, c'est de faire semblant d'être faible, de laisser les autres te sous-estimer. Qu'est-ce que tu racontes? Je parle du fait que tu crois que je ne suis qu'une gamine terrifiée. Mais je suis celle qui a vu ce que personne ne voyait. 10 secondes. Je suis la fille qui a détruit tout le plan d'Helen Ashworth. Tu es la fille qui va regarder sa mère mourir. 5 secondes. Ferme les yeux, maman, hurla Lila en se jetant au sol. Les lumières s'allumèrent d'un coup, éclatantes, aveuglantes, après la pénombre rouge. L'homme en tenue tactique recula, ébloui, son dispositif de vision nocturne saturé. Morrison, les yeux fermés, tira à gauche, exactement là où Lila le lui avait dit. La balle atteignit l'homme à l'épaule, son arme tomba au sol dans un fracas métallique. Rosa se dégagea et courut vers Lila, la serrant contre elle, sanglotante. En quelques secondes, des agents surgirent de l'extérieur. Les intrus furent neutralisés, la menace terminée. Mais à peine le chaos retombé, le téléphone de l'inspectrice Morrison se mit à sonner. Elle décrocha, écouta, et son visage se décomposa. « Répétez ça, vous en êtes certain ?» Elle leva les yeux vers Marc-Antoine et Lila. Le docteur Richard Chen est mort, abattu dans son bureau il y a 2 heures. Et sa femme, la docteure Sarah Chen, a disparu. Sa voiture a été retrouvée à l'aéroport. Elle a embarqué sur un vol privé pour les îles Caïmans. Le silence s'abattit sur la pièce. « Elle était de mèche » murmura Dorothée, horrifiée. « Depuis le début. Elle ne nous aidait pas, elle nous surveillait. » Marc-Antoine s'effondra dans un fauteuil. On lui a tout confié. Lila repensa au visage bienveillant de Sarah Chen, à sa voix douce, à son air compatissant. La couverture parfaite, aider juste assez pour gagner la confiance, rester proche pour mieux contrôler l'enquête. « Et ce n'est pas tout, » dit Morrison d'une voix grave. « Nous avons trouvé des dossiers dans le bureau du docteur Chen. Helen Ashworth n'agissait pas seule. Il y a au moins 12 autres familles fortunées impliquées. Des enfants faussement diagnostiqués handicapés, des médecins et des tuteurs complices pour garder le contrôle sur les héritages. » Elle s'interrompit, incapable de trouver les mots. C'est une entreprise criminelle active depuis 20 ans. Étienne n'était qu'une victime parmi d'autres. L'horreur tomba sur eux comme une chape de plomb. Ailleurs, d'autres enfants vivaient le même cauchemar qu'Étienne. D'autres familles étaient détruites par le même mal. « On va les retrouver », dit Marc-Antoine, la voix dure. « Chaque responsable. On va faire éclater tout le réseau. » Mais Lila savait déjà que le combat ne faisait que commencer. Sarah Chen était en fuite, avec de l'argent et des preuves. D'autres complices restaient tapis dans des hôpitaux, des cabinets juridiques, des fondations respectables. Et quelque part, des enfants vivaient encore enfermés dans le silence, attendant qu'un regard les voie enfin. 6 mois plus tard, Lila Martinez se tenait sur la scène de l'auditorium de l'hôpital Necker à Paris, face à des centaines de visages. Médecins, enquêteurs,
défenseurs d'enfants, familles, tous réunis parce qu'une fillette de 7 ans avait refusé de détourner le regard. La docteure Sarah Chen avait été capturée 3 semaines après sa fuite. L'Interpol et le FBI l'avaient retrouvée à Grand Cayman avec son assurance vie, des disques durs contenant 20 ans de preuves, dossiers médicaux falsifiés, traces de paiement, confessions vidéo de complices. Le réseau d'Helen Ashworth était encore plus vaste qu'on ne l'imaginait. 14 familles, 17 enfants volés à leur vie par la fraude médicale, rendus dépendants pour que leur fortune soit siphonnée. Mais, un à un, ces enfants étaient désormais libérés. Marc-Antoine Brard se tenait à côté de Lila, la main posée sur l'épaule d'Étienne. Le garçon avait changé, encore marqué, encore en reconstruction, mais vivant. Il allait à l'école, avait des amis, jouait du piano dans des concerts qui faisaient pleurer son père de fierté. « Mademoiselle Martinez » demanda le modérateur, « qu'avez-vous appris de cette expérience ?» Lila regarda la salle. Dorothée Johnson souriait à travers ses larmes. Morrison hochait la tête, Rosa pleurait doucement au premier rang. Et parmi eux, les autres enfants sauvés, grâce à l'affaire Étienne. Certains marchaient enfin, d'autres parlaient. Certains découvraient simplement ce que c'était d'être un enfant. J'ai appris que la vérité cherche toujours à être vue, dit Lila d'une voix claire. Même quand on essaie de l'enterrer, elle laisse des traces, des morceaux qui ne s'imbriquent pas. Et si on regarde vraiment les gens, si on les voit au lieu de simplement les regarder, on finit par les trouver. Elle se souvint de la voix de son père. « Observe, Lila Bird. Le monde te révèle ses secrets si tu sais regarder. » Les gens ont besoin de témoins, poursuivit-elle. Ils ont besoin qu'on les voie vraiment. Étienne avait besoin que quelqu'un remarque qu'il était prisonnier. Et parfois, être remarqué, c'est le premier pas vers la liberté. Marc-Antoine s'avança à son tour. Grâce au courage et à la clairvoyance de Lila, la Fondation Victoria Brard est désormais opérationnelle. Nous avons recruté des médecins indépendants, des juristes et des enquêteurs. Notre mission, déclara Marc-Antoine devant la salle debout, c'est de retrouver les enfants volés à leur vie et de les ramener chez eux. Il tourna un regard ému vers Lila. Et, quand elle sera prête, Lila aidera à diriger cette fondation. Elle sait que l'argent et le pouvoir ne valent rien sans le courage de protéger les plus fragiles. Les applaudissements éclatèrent comme un tonnerre, mais Lila les entendait à peine. Elle regardait Étienne et le sourire lumineux qui éclairait maintenant son visage. Après la cérémonie, elle le retrouva dans le jardin de l'hôpital. Assis sur un banc, le garçon tournait le visage vers le soleil, écoutant les oiseaux, les rires d'enfants, le bourdonnement lointain de la ville. « Tu sais ce qui est étrange ?» dit-il lorsqu'elle s'assit à côté de lui. « Parfois, le silence me manque. Pas le silence forcé, juste le calme. »« Ça a tout son sens, » répondit-elle doucement. « Le calme qu'on choisit est différent du silence qu'on t'impose. Je vais aller bien, n'est-ce pas? Tu vas bien déjà. Tu as survécu à ce qui aurait détruit la plupart des gens. » « Deuxième plus fort, » rectifia-t-il en lui donnant un petit coup d'épaule. « C'est toi qui m'as sauvé, toi qui m'as vu. » Ils restèrent là un long moment, en paix, baignés de soleil. « Lila, merci de ne pas avoir abandonné. Merci d'avoir été courageuse, quand moi, je ne pouvais pas. »« Tu as été courageux chaque jour, » répondit-elle. « Tu as survécu. C'est la plus grande forme de courage. » Marc-Antoine les rejoignit plus tard. « On rentre ?» demanda-t-il avec un sourire. « Chez nous. » Ce mot avait un sens nouveau désormais. Le manoir des Brard appartenait à tous les trois. Rosa et Lila vivaient dans la maison d'amis, mais chaque soir, ils se retrouvaient autour de la même table, partageant repas et histoires, tissant lentement une famille née de la tragédie
et reconstruite par l'amour. En traversant les rues de Paris, Lila regarda les passants. Combien portèrent des secrets? Combien étaient prisonniers de quelque chose? Elle savait qu'elle ne pouvait pas sauver tout le monde, mais elle pouvait faire attention, elle pouvait remarquer, et quand elle verrait quelqu'un en détresse, elle pourrait être assez courageuse pour agir. Ce soir-là, dans sa chambre, Lila ouvrit le vieux carnet de son père. Elle tourna la page et écrivit en haut « Chose que j'ai apprise, la vérité se bat toujours pour être vue. » Le courage, ce n'est pas ne pas avoir peur, c'est agir malgré la peur. Parfois, les plus petits font la plus grande différence. La famille, ce n'est pas que le sang, ce sont ceux qui te voient et t'aiment malgré tout. Papa avait raison, le monde te confie ses secrets, si tu sais regarder. Elle referma le carnet et leva les yeux vers la photo de son père posée sur la table de chevet. « J'ai vu quelqu'un qui avait besoin d'aide, papa, comme tu me l'as appris, et je n'ai pas détourné le regard. » Dans son esprit, la réponse de son père résonna, chaude et fière. « C'est bien, ma petite Lila Bird, toujours attentive, toujours bienveillante, toujours courageuse. » Quelque part dans Paris, un autre enfant pouvait encore être prisonnier du silence. Une autre famille, étouffée par des mensonges. Un autre secret, attendant d'être découvert. Mais désormais, il y avait des gens qui regardaient. Des gens qui avaient appris à voir. Des gens qui ne détourneraient plus jamais les yeux. Et au centre de tout cela, se tenait une fillette de 7 ans, aux yeux vifs et à la sagesse de son père. La preuve vivante que, parfois, la plus puissante arme contre les ténèbres n'est ni l'argent, ni l'influence, ni le pouvoir, mais simplement la volonté obstinée de continuer à regarder jusqu'à voir la vérité et le courage de la révéler au grand jour.